Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Tu m'entends bien, Anne, là, oui? Oui, parfait. Je vous souhaite à tous un bon après-midi. J'espère que tout le monde va bien. Je suis avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Ouais, et vu, alors c'est ce qu'on disait en antenne, t'as bien bossé, parce que là, elle a des tas de feuillets devant elle, Anne. Hein. Bah, c'est surtout que c'est sérieux comme sujet. Et donc, j'espère que ça va pas trop ennuyer tout le monde, mais je pense que c'est important de parler des maladies cardiovasculaires, vu que c'est quand même une des premières mortalités en France, première chez les femmes et deuxième chez l'homme après les cancers, chez les hommes. Donc, ça fait partie des maladies, des accidents courants. Ce qui prouve que les gens ont du cœur quelque part, parce que si t'as pas de cœur, malheureusement, peut-être des cœurs qui sont un peu fragilisés, des cœurs fragilisés, peut-être même. Ah oui. Parce que le corps a une sensibilité, il faut le savoir. Il y a toute une. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'étendre, mais il y a tout un symbolisme au niveau du cœur qui est formidable. Oui, on fera une petite conclusion avec ça. Tu vas nous. Je te laisse avec faire. ces 40 000 neurones le cœur. Ah, le cœur est intelligent. Bien sûr, il a une intelligence propre. Il est calculateur. Calculateur. Donc, on avait vu la dernière fois, qu'est-ce que c'était qu'un infarctus? Oui. C'était un thrombus, un caillot dans les artères coronaires qui bouchait la circulation et qui provoquait une nécrose au niveau notamment du muscle du myocarde. Donc on avait vu également que cet infarctus pouvait se retrouver à différentes parties du corps, au niveau du cerveau également. Après, il y avait les AVC, donc ça, le caillot pour monter effectivement dans les artères cérébrales. Donc aussi provoquer malheureusement un blocage de la circulation qui provoquait une nécrose aussi plus ou moins étendue des lésions du cerveau, et aussi ça pouvait être hémorragique dans 20% des cas. Hémorragique, alors dans 25% des cas c'était plus une hémorragie qui noyait aussi les tissus, donc aussi les abîmer. Avec donc je crois que c'était une latence de 4 heures pour le cœur, je crois, c'est ça. 2 heures pour le cœur et 4 heures pour l'AVC. 2 heures pour le cœur, 4 heures pour l'AVC. Et on avait vu les gestes d'urgence justement. Les gestes qui sauvent, on avait vu aussi les risques, c'était les risques qui faisaient qu'on pouvait avoir justement un système artériel abîmé et donc après des soucis de liés à l'hygiène de vie, etc. quoi. Voilà, et aussi les facteurs de risque, c'est ça. Voilà. Bon, ok. Donc là, je vais parler un petit peu. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un accident vasculaire ou un infarctus? Je vais donner donc un peu les traitements qui existent et les interventions qui existent. D'accord. Donc c'est un petit peu médical, mais c'est bien de le savoir. Et après on passera donc à justement à ce qu'on peut faire en plus au niveau naturel, qui peut améliorer et même des fois faire quitter certains traitements. Parce qu'on rappelle aussi que tu as une très très bonne base médicale. C'était la fête de la musique, c'est pour ça. Tu as une bonne base médicale puisque tu étais infirmière aussi. On précise aussi que tu connais bien la médecine. Je suis pas médecin, donc je connais pas vraiment la médecine, mais je connais effectivement. J'ai un certain nombre de bases, on va dire. Oui, tu sais comment ça. Mais quand même, pour faire ces émissions, il faut que je fasse des recherches, que je me remette aussi jour à jour, et que je replonge dans les petits détails que j'ai un petit peu oublié avec le temps quand même. Bah oui, mais j'imagine que ça faisait partie de ta formation, ne serait-ce que de savoir le schéma de circulation du sang. Oui. Ça te parle, ça. Là, en plus, j'ai suivi une petite formation proposée par Dominique Cureff, qui est un cardiologue, à qui il est arrivé justement des accidents aussi, notamment un infarctus. Et ça m'a permis aussi de remettre dedans, quoi. T'as fait ça récemment? T'as fait ça, non? Oui. Là, ça fait 1 mois, ça y est. D'accord. Alors, donc, les traitements médicaments, donc il y a plusieurs classes de médicaments. Je vais pas donner les noms des médicaments, mais les différentes classes pour bien comprendre qu'est-ce qu'on peut donner en cas après un infarctus, en cas d'infarctus, après un infarctus ou un AVC. Après un infarctus, ouais. Ou un AVC, enfin un problème de circulation. Donc, il y a une grande famille, c'est les bêta-bloquants. D'accord. Qui ralentissent le cœur. C'est souvent des gens donc qui ont souvent des spasmes coronaires. J'en avais parlé, les spasmes coronaires qui peuvent provoquer des caillots. Donc c'est l'angine de poitrine notamment, où il y a aussi Et pourquoi ils ralentissent le cœur? Parce que souvent c'est des personnes qui ont un stress sous-jacent, on va dire. Et beaucoup d'adrénaline, de noradrénaline, de dopamine. Tu sais, on avait parlé du système nerveux. Et donc, souvent, qui sont sous tension. Donc, le système cardiaque est effectivement
Donc il faut le réguler. Et donc s'il y a eu un problème, s'il y a un problème de tension notamment, etc., on va donner des bêta-bloquants. D'ailleurs, les bêta-bloquants peuvent être aussi donnés. Il y a des artistes qui en prennent quand ils ont trop de tract ou trop de stress. Ah d'accord. Parce que ça régule le rythme cardiaque. Donc je pense qu'on doit les proposer aussi pour les. Et d'ailleurs, j'ai dit une bêtise, c'est pas forcément après un infarctus ou un AVC. Hein. Non, c'est pour éviter l'infarctus et l'AVC. En prévention. Oui, en prévention ou après, mais en tout cas, c'est pas forcément après. En cas donc d'arythmie cardiaque. Je sais que Nabila en prend des bêta-bloquants, c'est pour ça qu'elle est bloquée, un peu bêta. Non, c'est méchant. En tout cas, il y a des effets secondaires, malheureusement, sur les médicaments. Et là, il y aurait par exemple toujours avoir sensation d'avoir les doigts froids, qui sont difficiles à réchauffer, ou aggravation du syndrome dépressif. Parce que des insomnies et malheureusement, le plus embêtant certainement pour les hommes, c'est la capacité érectile. Ah, ça, avec des soucis. Bah oui, forcément, puisque c'est toute une question. Comme on baisse effectivement et en plus, ce que je trouve gênant finalement, parce que comme l'exercice physique fait partie de la prévention, et les bêta-bloquants peuvent ralentir ça, tu vois, enfin, pas donner ce courage ralentir l'enthousiasme et puis l'efficacité des exercices physiques. Comme diraient les Canadiens, tu te retrouves avec le zizi comme une manche à air, là. Alors là, c'est toujours une histoire de dosage après. Oui. Donc si on se sent vraiment avec trop d'insomnie ou trop d'effets secondaires, faut pas hésiter à en parler au médecin. Mais c'est ponctuel comme traitement ou c'est un traitement de fond, le bêta-bloquant? Non, ça peut être un traitement de fond. Un traitement de fond directement. Oui, c'est pour ça qu'il faut être confortable. Et je pense que il faut vraiment faire attention au dosage. Donc il y a que le patient qui voit si c'est bien pour lui et négocier avec son médecin si c'est trop fort. Voilà. Ouais, parce que effectivement, comme tu dis, ça peut changer. Il faut qu'il adapte le traitement suivant les changements. Oui, c'est ça. De toute façon, en général, il y a un suivi. Ouais. Alors il y a d'autres classes de médicaments, ce que tout le monde connaît, c'est les diurétiques. En cas d'insuffisance cardiaque, par exemple, avec des effets secondaires qui sont quand même pas anodins, puisqu'il y a des fuites de sodium et de potassium, et aussi des fuites de magnésium, et le magnésium est essentiel pour le cœur. Donc c'est à surveiller, bien sûr. Et ça peut provoquer de la fatigue, des maux de tête et des calculs rénaux. Ça, c'est vraiment les risques. Après, je dis pas que ça en fait à chaque fois. C'est pas ce que je veux dire. C'est à surveiller. La fonction, c'est de fluidifier le sang, c'est ça le diurétique? Non, faire pipi. Ah d'accord, diurétique. Oui, je suis bête moi. Parce que comme le cœur fonctionne au ralenti, insuffisance cardiaque, il y a aussi les reins, tout fonctionne au ralenti. Il peut y avoir des œdèmes, etc. Donc on aide les reins. Et donc avec les diurétiques. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des pertes de sels minéraux aussi. Ensuite, il y a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les startants. Alors attention, c'est compliqué qui peuvent compléter les diurétiques ou les diurétiques compléter les inhibiteurs. Mais bon, après où ça peut se prendre tout seul. Apparemment, c'est des médicaments qui servent à tromper ou à s'opposer au métabolisme de l'enzyme qui fait augmenter la tension. Ah là là. Donc c'est pour permettre aux hypertendus de laisser la tension dans une norme raisonnable, on va dire. Donc voilà, et donc effets secondaires, donc ça peut être des toux incoercibles, j'ai vu, et des risques de malformation de fœtus, donc c'est interdit aux femmes enceintes. Voilà. Donc là, ça se donne donc au cas d'hypertension, puisqu'on sait que l'hypertension c'est la première cause, premier risque pour faire des problèmes cardiovasculaires. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas du tout ce médicament là, le dernier. Là. Après tu connais sûrement les noms de labo, etc. Mais moi je donne les classes de médicaments. Les classes, d'accord, oui. Il y a les inhibiteurs calciques qui pour l'arythmie cardiaque ou les douleurs d'angine de poitrine, qui améliorent les résistances périphériques des vaisseaux sanguins. Les effets secondaires sont fatigue, bouffée de chaleur, rougeur du visage, œdème des membres inférieurs, donc posologie difficile à adapter, donc pas hésiter avec son médecin si on a trop d'effets secondaires de négocier avec lui pour les doses. Il y a les anti-angineux, pour ceux qui ont des problèmes de spasme coronaire, comme la fameuse trinitrine.
tu sais, que tout le monde connaît, comprenez, quand on commence à avoir un problème respiratoire lié au rétrécissement, les spasmes au niveau des artères coronaires. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, la trinitrine. Parce que les problèmes respiratoires, ça vient donc, comme tu dis, du cœur, ça vient aussi que des muscles aussi qui se contractent. Ben voilà, il y a les spasmes, on en avait parlé la dernière fois. Ça, Il peut y avoir des spasmes qui font que on a la sensation d'étouffer aussi. Alors que et des douleurs. Ça vient simplement des muscles et pas des poumons. Voilà. Non, c'est les artères. Les artères. Après, il y a les anticoagulants, les anticoagulants, donc qui sont justifiés quand même en cas de risque d'un AVC, notamment un infarctus, s'il y a eu ou après un AVC, on met systématiquement les personnes sous anticoagulants. Donc, il y a sous forme d'aspirine à faible dose, à long terme là. Mais il y a risque malheureusement d'ulcère ou de... Mais l'aspirine, c'est vrai que c'était une panacée, parce que ça traitait vachement d'affection, l'aspirine. Oui, mais aujourd'hui, c'est un anticoagulant, donc ça permet de maintenir une circulation fluide quand on a des problèmes à ce niveau-là. Sauf qu'il y a des risques quand même de prendre de l'aspirine. Il y a le risque de faire un ulcère d'estomac, par exemple. Oui, parce que c'est très, ça attaque un peu au niveau. C'est un anticoagulant, mais tous les anticoagulants, il y a ce risque-là, parce qu'il y a aussi les antivitamines K. Ah oui. Tu vois, ces piqûres qu'on fait, là, que l'infirmière fait. Oui, tous les semaines pour surveiller le taux, les prises de sang, le taux de prothrombine. Alors les personnes prennent sous forme de comprimés leur antivitamine K. Parce que la vitamine K, c'est une vitamine qui permet la fluidité du sang. Donc, on va donc doser cette dose-là auprès des patients pour que le sang soit plus fluide, mais pas trop non plus, puisqu'il y a aussi de sacré. Alors ça, il y a une surveillance par contre très très lourde, et donc surveillance avec le taux de prothrombine une fois par semaine, tous les 15 jours, tous les mois, ça dépend de... Bah oui, parce que tout ça, c'est dynamique, ça change, ça peut varier. Donc, voilà, ça dépend, parce que comme il y a il faut savoir, dans l'alimentation, il y a de la vitamine K naturelle. Eh oui. Donc on donne à ces gens-là souvent un régime. Pas trop de légumes, justement, ça c'est embêtant, je trouve. Parce que sinon ça va varier leur taux de prothrombine et donc leur fluidité du sang, et c'est pas bon. Donc l'assurance est très difficile et contraignante. Donc ils ont inventé il y a pas quelques années, c'est apparu, je crois, juste avant que je prenne ma retraite, je pense un peu avant, les inhibiteurs du facteur XA, je sais pas comment on le dit, XA ou XA. Donc ça fait partie aussi des anticoagulants. Là où il y a donc moins de risques et il n'y a pas de surveillance comme avec l'antivitamine K. Tu vois. Donc par contre, s'il y a un problème, il n'y a pas d'antidote. Alors que avec les antivitamines K, il y a de l'antidote. Quand il y a un problème, on peut tout de suite mettre de la vitamine K. Oui. Et en piqûre, en injection, et tout de suite on peut régler le problème. Voilà où on en est. Voilà à peu près les grandes familles qu'on propose s'il y a des risques ou après un accident. Et voilà, c'est à peu près tout, quoi. Enfin, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, et moi, je conseillerais bien, parce qu'on peut pas se passer des médicaments comme ça c'est clair. On plaisante pas avec tout ça. Mais les effets secondaires, par contre, s'ils sont trop souffrants, mal supportés, on peut toujours avec son médecin, parce que c'est souvent une histoire de dosage. Oui, c'est ce que. Et puis en plus, alors j'imagine que c'est vraiment au millilitre près, au cachet près, que vraiment tout peut se jouer, quoi. Dose, oui, c'est vrai. Par exemple, le Préviscan, donc qui est un anticoagulant. Comment il s'appelle ces tout petits cachets? On voit souvent ça, des gens qui sont malades du cœur, ils prennent des cachets minuscules blancs. C'est la Trinité, je pense. C'est ça. Hein. Je sais pas, parce qu'il y en a tellement de comprimés après. Mais le Préviscan, c'est un gros comprimé qu'on va couper selon la dose. Ça va du quart au entier. Tu vois souvent ça dans les films, ils sont malades, hop, ils prennent un tout petit cachet, la seconde d'après. d'après. Je sais pas si elle est toujours d'actualité autant que ça, la trinitrine. Elle était très à la mode dans les années 80. Alors dans les films beaucoup. Et ils prennent ça dans la seconde. C'est peut-être des vieux. Mais aujourd'hui, moi je suis plus sur le terrain vraiment, et je sais que mais elle existe sûrement sous d'autres formes, tu vois, mais je sais pas si elle existe sous la même forme en fait. Alors après il y a les interventions. On a fait malheureusement un infarctus ou un AVC, donc il y a différentes techniques pour réparer. Les stents, les machins comme ça, non? Attends, il y en a plusieurs. Donc on va commencer par déjà qu'est-ce qui se passe quand on arrive à l'hôpital. On nous fait tout de suite une coronographie. Voilà, pour visionner immédiatement le réseau artériel autour du cœur. Qu'est-ce qui se passe? Ça va nous permettre après de pouvoir prendre une décision par rapport à ce qui se passe.
Donc il y aura aussi probablement une scintigraphie pour confirmer. Et donc pour la coronographie, on va nous passer un cathéter par l'artère fémorale ou radiale, oui, alors ça, pour regarder donc ce qui se passe dans les coronaires. Ça fait très très mal ça. J'ai un copain qui a eu ça. Ah oui. Ça fait pas de bien. Peut-être que maintenant ils utilisent plus facilement des anesthésies, hein, parce que. Alors là, en l'occurrence, cet ami avait ce qui s'appelle un flûteur. Un flûteur, c'est un court-circuit dans le cœur. Donc il fait des arythmies et donc il te brûle ça. Il passe un truc dans C'est pas ça, c'est pas une coronographie, ça. Non, non, non. Attends, quand tu vas faire, voilà, c'est déjà compliqué. Si tu commences à tout mélanger, les gens vont rien comprendre. Donc la coronographie, c'est vraiment l'examen d'urgence pour voir qu'est-ce qui se passe quand on a un problème là en urgence. Mais le principe reste dans les artères coronaires. Le principe reste le même. On passe toujours une petite caméra. Voilà, on passe effectivement un cathéter à travers les artères, soit dans le fémoral, donc au niveau de la cuisse, ou soit radial au niveau du bras. D'accord, pour aller voir ce qui se passe au niveau du cœur, autour du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Soit il y a 3 façons de faire. Il y a les pontages. Ah, le fameux pontage. Le pontage qui demande là une opération quand même où on ouvre le thorax. C'est quand même pas rien, c'est une grosse opération, mais ça va on va donc faire un contournement d'un vaisseau sanguin pour que le sang recircule, quoi, par rapport à un caillou, un athérome en fait. Et par rapport donc on va faire une déviation en fait. Oui, oui. Au niveau artériel, soit avec à partir d'une veine ou une artère. Ça doit être super compliqué, n'empêche. J'imagine les chirurgiens. Mais ça marche bien. Oui, ça marche bien, ça. C'est pas, mais ça demande par contre une grosse anesthésie. Ça demande, il y a une cicatrice, donc il y a des soins hospitaliers après. Parce que justement, comme il y a beaucoup de pression dans le cœur, donc ça doit être, si tu veux, il faut être sûr que la suture va tenir. Enfin, je sais pas. Oui, mais ça, ils savent mieux que tout. Hein, oui, c'est chirurgical, les chirurgiens, c'est des savants de la chirurgie, on va dire. Moi, ces gens-là, tu vois. Mais les artères sont vachement costauds. Quand tu vois tous ces litres de sang qui passent tous les jours dans tous les veines et les capillaires, le cœur, c'est un muscle extrêmement costaud. C'est nous qui le sollicitons trop, qui le fatiguons avec nos comportements des fois. Oui, tout à fait. Oui. Mais un cœur, normalement, ça peut fonctionner pendant 100 ans, hein, sans problème. Ouais, oui, il y a des gens qui dépassent même 100 ans. Donc après, il y a comme tu dis, le stanting, les poses de stanting, ça s'appelle, les poses de stent, qui sont des petits ressorts qu'on va mettre dans les artères pour éviter qu'un caillot se reforme, tu vois. Ça, c'est bien, ça. Donc ça se fait, il n'y a pas d'ouverture, hein, ça se fait par voie pareille, artérielle. Ou, Alors, ils procèdent comment? Ils ont une caméra quand même pour regarder ce qu'ils font? Bien sûr, bien sûr. Heureusement. Non, oui. Ouais. Et puis il y a aussi l'angioplastie, si nécessaire avant, ou c'est pour c'est pour dilater les artères et rétrécir la circulation et rétablir la circulation artérielle. Donc ça peut être fait avant de poser des stents ou etc. Donc l'angioplastie, on va passer un petit ballonnet gonflable avec une sonde pour justement dilater les artères le temps et que puisse passer quand même du sang en cas de caillou. Je vais dire une bêtise, mais ce fameux stent là, c'est un petit ressort donc qui est posé comme ça. Mais est-ce que c'est assez, par exemple, si la personne tombe, elle a un choc, est-ce que le ressort peut... Mais non, c'est étudié pour. D'accord. Là, tu vas faire peur à tout le monde. Parce que si on te tape dans le dos violemment, par exemple, paf, t'as le ressort qui se barre. Non. Non, mais arrête, c'est déjà assez difficile, c'est douloureux parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des problèmes de cœur. Non, mais j'étais sérieux. Toi, tu ne fais qu'inquiéter les gens avec tout ça. Non, mais j'étais sérieux. Mais mais la preuve, c'est je pense qu'en plus, ça fait partie, l'exercice physique, justement, pas tomber, mais fait partie après d'un meilleur cœur. Donc, on peut bouger avec des ressorts dans les artères. Là, tu viens de me rassurer, là, je suis rassuré. Donc, après, je crois que c'est à peu près tout. Donc, médicaments, chirurgie. Donc après, ça va être souvent avec le médecin ou quand c'est une urgence, ça va être les médecins d'urgence qui vont. Il y aura un choix à faire entre le pontage, les stents, etc. Il y aura souvent aussi un traitement médical après, voilà, de prévention pour pas qu'il y ait de récidive. De récidive, oui. Alors ça, c'est vraiment la réponse aujourd'hui au niveau de tous les accidents cardiovasculaires.
Mais je vais vous parler, on va faire une petite pause et après je vais vous parler d'une étude qui a été faite dans les fins des années 80 et qui a révolutionné un petit peu quand même les suivis, qui dépasse les traitements médicamenteux, on va dire. Ah, donc ça c'est assez nouveau, quoi. Oui, parce que ça a été en 99, le résultat de l'étude a montré que certaine alimentation réduisait de 80% les risques de récidive. De retour avec la charmante Anne pour vous parler de ce passionnant sujet, des maladies cardiovasculaires. Passionnant. Des fois inquiétant. Donc, une étude sur Lyon a été faite avec Michel Lorgeril, qui est un cardiologue très connu lyonnais, en équipe avec Serge Renaud, qui fait partie de l'IRSEM de Lyon. Et ils ont fait des essais cliniques visant pour diminuer les risques de complications des maladies cardiovasculaires. Tu sais, après donc un accident, ils ont voulu faire cette étude-là pour pouvoir mesurer, en sachant qu'ils avaient observé quand même que certaines cultures n'étaient pas touchées ou très peu par les maladies cardiovasculaires, notamment les Japonais et les Méditerranéens. Oui. Comme les Grecs, les Crétois, les Sardais, les Siciliens, etc. Le sud aussi de la France, tous les peuples méditerranéens ont un risque très faible d'infarctus. C'est parce qu'ils mangent des sardines à l'huile. Donc, ils ont donc proposé pendant 27 mois sur 2 groupes, un groupe témoin et un groupe expérimental. Un groupe raclette. un régime méditerranéen. Oui, alors ça c'est... Pas japonais, c'était plus simple méditerranéen pour les Français. Donc le groupe témoin avait un suivi des conseils nutritionnels standards, conseil nutritionnel anti-cholestérol qui était à l'époque abaisser quand même les graisses animales, viande rouge, charcuterie, fromage et produits laitiers, arrêter les œufs, était déconseillé de prendre du poisson, des crustacés et des crevettes, des noix, des amandes, des arachides, qui sont les cacahuètes, et des avocats. Tout ça, c'était très déconseillé. Conseillé par contre de consommer de l'huile de tournesol, de maïs, de soja, de pépins de raisin et de la margarine. Et en fait, ils avaient aussi le traitement classique. D'accord. Voilà, ça c'est le groupe témoin. C'est le groupe témoin, d'accord. À l'époque. Et le groupe expérimental, ils ont fait un peu différemment. Ils se sont rapprochés le plus possible du modèle traditionnel, je dis bien méditerranéen, avec baisse des produits animaux, ça c'est sûr, puisque dans le régime méditerranéen, on mange pas de la viande tous les jours. Baisse des produits animaux, des produits laitiers, puisque dans le régime méditerranéen, on mange plus de la chèvre, des fromages légers, pas forcément tous les jours, chèvre et brebis. Et bien sûr, baisse de la charcuterie, mais par contre, ils ont dit beaucoup plus de végétaux, comme là-bas, beaucoup plus de légumes, de légumineuses. Les fameuses légumineuses. Voilà, et beaucoup plus de céréales complètes, par contre. Complètes. D'accord, donc comme le sarrasin, le blé complet, le riz complet, etc. Complet, oui. Et en l'huile d'olive et de colza. Ah forcément, Voilà. Et ils ont fait une analyse finale, parce qu'il y a eu plusieurs analyses. L'analyse finale a été faite en 1999 et elle a été publiée d'ailleurs avec comme résultat, les décès cardiovasculaires ont été réduits de 1% dans le deuxième groupe par rapport au premier. C'est impressionnant. Et les décès de toute catégorie avec les cancers, tout ça ont été réduits de 60%. Ah, la vache. Voilà. La vache. Et ça a été une avancée pour la médecine, parce que maintenant, dans la médecine traditionnelle, en général, on reconnaît quand même, avec le cœur, que l'alimentation est importante. Ce qui n'était pas reconnu avant. Tu m'étonnes. Ben oui. Ils se sont aperçus qu'il y avait moins de cancer, une espérance de vie qui augmentait, et pas d'effets secondaires en plus. Et comme tu dis, avec Et ils n'avaient même pas pris en compte l'alcool et le tabac. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas empêché les gens de boire comme d'habitude, de fumer. Alors imagine, tu bois pas, voilà. Tu vis jusqu'à 200 ans là. Ou surtout le tabac aussi. Le tabac, oui. Donc c'était très important parce que ça a changé un petit peu la manière aussi d'aborder la maladie cardiovasculaire en fait. Et c'est vrai que maintenant les médecins souvent recommandent quand même, ont des bons conseils par rapport à... Mais avant de faire un accident, on peut toujours s'y mettre déjà. Et ça, j'en ai déjà parlé. C'est très important, la nutrition, pour maintenir un bon système artériel, parce que nos artères vieillissent
avec nous. Le stress, le sucre, le sucre qui bousille, le sucre dans le sang, quand on a trop, ça bousille nos artères, tout le système circulatoire, et on a des risques de devenir aveugle, on a des risques d'être amputé, on a des risques de faire des AVC et des infarctus. Mais pourtant, les et gâteaux, même des maladies d'Alzheimer, ça commence à être reconnu dans le sucre. Trop de sucre, c'est pas bon du tout non plus. C'est bon les gâteaux pourtant. Ben oui, c'est bon. Et il y a une dépendance aussi. C'est pareil, c'est aussi les graisses trans à éviter, ça j'avais déjà dit. Pas les bonnes graisses dans la viande. Viande, je veux dire, qui est élevée normalement. Oui, d'accord, oui. Pas de problème, mais pas en manger tous les jours. 2-3 fois par semaine, ça suffit, d'après ce que j'ai vu, hein. Mais moi, je suis d'accord, de toute façon. Plus de végétaux, des légumes, et crus et cuits, mais du cru aussi. Et maintenant, ils te mettent des hublots dans les vaches. Je sais pas si t'as vu ça. Maintenant, tu manges la machine à laver, dis donc. Bon, alors la viande avec modération, on a bien compris. Éviter donc les graisses, toutes les graisses trans, tout ça, donc les produits industriels. Ça c'est clair, il y a trop de sel aussi. Donc si on veut avoir une bonne santé, faut éviter au maximum. Et puis comme je disais, moins de sucre parce que ça provoque le stress glycant, c'est-à-dire que au niveau du sucre alors. Oui, non mais c'est important. Oui. Donc on privilégie les aliments à faible index glycémique. Ça, pour les gens qui sont intéressés, ils peuvent se renseigner sur les faibles. Donc tout ce qui est index glycémique fort, c'est les céréales qui sont pas raffinées, pardon. C'est le sucre évidemment. Le sucre, pour toi, c'est vraiment la cause. Le sucre, c'est les pâtes aussi, le sucre. Hein. Oui, les pâtes blanches, farine blanche, quoi. La farine blanche, c'est du sucre. Les sucres lents. Ouais. Il faut vraiment miser sur des index glycémiques moins élevés. Hein. Mais ça, dans les légumineuses, c'est moins élevé. Les céréales complètes, c'est moins élevé. C'est pour ça que dans ce genre de mode d'alimentation, c'est préconisé. Les végétaux, les fruits, il n'y a pas du tout de problème. Alors moi, c'est vrai que j'ai changé mon mode alimentaire. Je mange beaucoup plus de lentilles, par exemple. C'est vrai que les gens n'en mangent plus forcément. Mais alors les lentilles, c'est délicieux, quoi, au niveau légumineuse. Et puis comme tu dis, ça contient, il y a vachement plus de sucre, je crois, dans les lentilles, non ? Du sucre ? De tout ce qui est un peu... En tout cas, ça n'a pas un index glycémique trop élevé et ça contient beaucoup de sels minéraux. Beaucoup de sels minéraux, oui. Oui. Donc après, au niveau des produits laitiers, c'est pareil, hein, on fait attention. On préfère aller vers du fromage de brebis et de chèvre. Les poissons, alors ça bien sûr, 3 fois par semaine, ça j'avais déjà dit, poissons gras. Quoique maintenant, comme ils sont un peu empoisonnés au mercure, on fait attention aussi. C'est très compliqué. Hein. C'est la nouvelle polémique. Donc on peut, mais je dirai après parce que je donne des compléments alimentaires qui peuvent remplacer tout ça. Donc des avocats, faut pas hésiter, c'est les bons gras parce que en fait notre cœur a besoin d'oméga 3 plus. Dans les céréales sarrasin, quinoa, riz complet, riz basmati, le manioc, etc. Le thé vert qui protège le cœur. Le café sans sucre. Le café peut être, c'est un bon antioxydant, mais avec pas avec excès et sans sucre. Est-ce que tu recommandes au niveau des produits laitiers des substituts comme les laits végétaux, des choses comme ça ? Oui, bien sûr, puisque on va aussi pour manger aussi des graines, des noix. Or, les laits végétaux, c'est à base d'amandes, c'est à base de... C'est très très bon. Ou de céréales, comme l'avoine, à base de riz, etc. Donc oui, les laits végétaux peuvent très bien remplacer les laitiers. Sans les inconvénients, effectivement, de digestion, par exemple. C'est pas grave. Bon, les laits de vache, notamment. Oui, justement, oui, très bien. Puisqu'il faut manger des graines, des fruits rouges aussi. Les fruits rouges, c'est des antioxydants extraordinaires, le cœur adore. Et bien sûr, les graines, comme j'en parlais l'autre fois, notamment les graines de lin moulu. Excellent pour la attention et tout, pour le cœur. Graines de chia, les noix, noisettes, cacahuètes, noix de Brésil, noix de cajou. Il faudra en manger une petite poignée tous les jours. Ça serait l'idéal. Alors là, le truc, effectivement, tout est dans le dosage. Parce que si vous prenez une petite coupelle, alors le problème, c'est que moi, je sais que quand je mets le nez dans les cacahuètes, je bouffe le paquet. Mais alors, il faut pas faire ça. C'est dommage, parce que c'est au détriment d'autres aliments. Mais oui. Et puis en plus, c'est quand même gras, même si c'est des bons gras. Donc tout est une question effectivement de bon sens. Hein. On a besoin de gras, de bons gras. Notre cerveau adore les gras, et notre cœur aussi d'ailleurs, mais les bons gras. Mais il aime aussi les fibres. Comment tu fais pour plus être gourmand ?
Après, bon, huile d'olive, huile de colza. Ben, dans vos petites vinaigrettes, vous pouvez par exemple mettre 2 tiers d'huile d'olive et 1 tiers d'huile de colza. Donc ça, c'est un rapport parfait pour le cœur, du vinaigre de cidre bio, des épices. Alors, on peut abuser des épices. Et puis ça, on peut y aller. Ouais. L'ail, l'oignon, échalote, on peut en abuser. Et si on a mangé un petit peu trop sucré, on peut utiliser la cannelle, qui est une excellente épice pour réguler le pic glycémique. Donc, dans vos desserts, n'hésitez pas à mettre de la cannelle, parce que ça fait moins de dégâts. Le vin rouge. Voilà. Voilà. 1 à 2 verres pour les femmes, 2 à 3 verres pour les hommes. Ça dépend du poids qu'on fait aussi. Hein. Donc, tu peux nous l'écrire, ça? Par contre, de temps en temps, enfin 2 journées par semaine sans vin pour reposer le foie. Parce que le problème, le vin, c'est le foie. Mais c'est très bon pour le cœur à petite dose. C'est-à-dire que mon Donc père, on essaye de laisser des petites pauses des fois. Voilà, ça c'est grosso modo. Donc, c'est quand même pas une punition hein, de manger des noix parce que manger gras, on nous avait dit à un moment donné, faut pas manger gras, mais là on peut manger gras finalement. Ce qu'il faut éviter, c'est les mauvais gras. Bah, c'est toi qui. Les gras transformés dans tout ce qui est industrialisé. Au cours de nos discussions, effectivement, c'est toi qui m'as relancé là-dessus. Tu m'as dit, oui, il faut manger gras. Oui. On en parle souvent. Oui. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est en train d'être réhabilité, quoi. Moi, je suis pour dire, même plus de gras et moins de sucre, ou moins de céréales quand même. Parce que les céréales c'est bien, mais il faut pas en manger plus que de légumes. Il faut manger plus de légumes que de céréales. Parce que contrairement aux idées reçues, effectivement, le corps a besoin de gras. Et aussi pour les repas, éviter, par exemple le midi, conseiller le Dominique-Rueff ou le matin. Il y en a qui déjeunent. Prendre les protéines le matin ou le midi. Avec des légumes, par exemple, le midi, tu vois, mais pas un peu de viande, du poisson avec des légumes. Et le soir, ça va être les céréales. Plutôt les céréales le soir. Oui, parce que protéines, effectivement, c'est plus lourd à digérer, donc tu... Oui, et puis les céréales, c'est vrai que ça calme bien. C'est un sucre quand même, les céréales, donc je pense que ça aide aussi... Pour aller dormir, c'est peut-être moins violent au niveau digestif. Par contre, toi, tu recommandes plus, comme tu disais, des choses complètes, quoi, céréales complètes. Ah oui, bah, ça permet d'avoir un index glycémique plus bas. Oui, parce et avoir plus de richesse au niveau des fibres et des sels minéraux. Parce que c'est vrai que la petite baguette, elle est vachement bonne quand elle est bien croustillante, tout ça, mais ça fait pas forcément c'est bien. Du pain blanc. Et le pain blanc, il est redoutable au niveau de l'index glycémique. Tu me diras, là, on est en train de manger notre pain noir. Et oui, c'était du luxe le pain blanc, mais le pain noir était certainement meilleur pour la santé. Et beaucoup de personnes âgées sont déçues par ce que je dis, parce qu'ils adorent le pain blanc, parce que ça représente pour eux, c'est normal, une richesse nouvelle après la guerre, etc. Mais en fait, le pain blanc, c'est une catastrophe. Et oui, mais tu vois, le gouvernement, là, il nous fait manger notre pain noir, parce qu'il a le souci de notre santé, tu vois. On se fait une petite pause? Non, faut que je parle. Non, parce que je vais pas tout finir sinon, mais on en fera une après. Donc je parle vite fait là des exercices physiques, parce que je me répète un peu, mais c'est tellement important. Tout le monde devrait avoir une activité physique. Alors. Et bientôt, d'ailleurs, l'activité physique sera mise sous ordonnance par les médecins. Alors ça, on le voit, effectivement, le médecin, moi, il me l'avait dit, un petit peu de marche à pied, tout ça, oui. Oui, mais ça va être sous ordonnance. Sous ordonnance? Oui. Ah la vache, comme quoi c'est très important, c'est un vrai médicament en fait. Alors vous me ferez 10 000 pas entre 14h et 18h. Donc exercice physique, c'est quand même, je l'avais déjà dit, il faut le savoir, quelque chose adapté par rapport à l'âge, mais quelque chose qui fait quand même bouger, transpirer et qui fait monter le cœur. Je calculais, tu te rappelles la dernière fois? Oui, c'était, je crois que c'était plus 20 ou 30% en plus. C'était l'âge. Soustraire l'âge à 220. Oui, c'est ça, un truc comme ça. Et on prend 70% de ce chiffre. Mais quelqu'un qui a un suivi médical, on baisse encore de 10%. Par exemple, quelqu'un qui a 55 ans, donc tu soustrais son âge à 220, ça fait chier, il faut que je compte. Alors, ça fait combien ça Oui, je te laisse faire, ça me fait une pause. Au secours, là, je vais être ridicule en direct. Alors, attends, on va faire comme dans les chiffres et des lettres. Donc, 220, moins, on a dit 55, donc je retire 20, il me reste plus que 35 à enlever, donc ça fait 165, c'est ça? Il faut prendre 70%. 70% de 165, ce qui fait à peu près, allez, on va dire 140, quelque chose comme ça. Oui, on va dire grosso modo. 130. Et si on a un traitement d'hypertension ou d'après d'un accident, il faut enlever encore 10%. Donc ça va être un tout petit peu plus bas.
Donc, alors, comme tu dis, il faut une activité tonique. Pour, Bah quand même, faut être à 110, entre 110 et 130 quoi, à peu près. Parce que Donc il faut tonique pendant 30 minutes par jour ou 40 à 50 minutes 3 fois par mais semaine. est-ce que la marche est assez Oui, tonique mais pour une ça, marche oui. rapide. Une marche rapide, d'accord. Et alors c'est 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, on peut prendre du repos quand même. 30 minutes c'est pas grand chose. Hein. Et puis 40 à 50 minutes 3 fois par semaine sinon. C'est un choix à faire. Il faut que ça provoque un léger essoufflement tout en pouvant parler. C'est ça. Hein, et transpirer, ça c'est important. Ça c'est les signes qui montrent qu'on est sur un bon rythme cardiaque. Par contre, on peut aussi le surveiller notre rythme cardiaque, il n'y a pas de souci. Donc quand on fait ça, ça protège des maladies cardiovasculaires et ça améliore aussi après un accident la santé cardiaque. Oui, parce que ça fait baisser donc ces accidents, ça baisse l'hypertension, ça baisse le cholestérol. Donc c'est quand même. Ça fait maigrir un petit peu. Ben bien sûr, ça rend de bonne humeur. Ben pourquoi ? Parce que ça oxygène le cœur et le cœur est un grand mangeur d'oxygène. Et oui, et puis comme tu dis, puis en plus il y a la plus-value d'un magnifique paysage qui vient en plus te régaler par les yeux. Parce que ça, on peut en manger sans modération. Alors il y a la marche, il y a aussi le vélo d'appartement pour ceux qui peuvent pas trop aller dehors. Tout à fait. Le vélo d'appartement, c'est 40 à 50 minutes 3 fois par semaine. Voilà, qui est préconisé. Musique, alors c'est bien d'écouter de la musique parce que ça fait beaucoup de bien aussi à notre enthousiasme. Et c'est la régularité qui prime plutôt que la durée de toute façon. Même si c'est un quart d'heure par jour, c'est la régularité. Ça peut aussi beaucoup protéger. À savoir qu'après un accident, il y a toujours une rééducation qui est proposée en général pendant 3 semaines sur ordonnance, avec donc petite musculation légère et petits exercices comme un peu cardio. Et il y a une prise aussi en charge psychologique. Ah, prise en charge psychologique ? Oui, maintenant, de plus en plus. On peut la demander sinon. Bah parce que quand on a fait un accident cardiovasculaire, surtout un infarctus au niveau du cœur, ou même après un AVC qui se répare bien, ça fait peur quoi. Moi j'ai vu des gens un peu traumatisés avec ça. On a peur après de remarcher, de ce qu'on sait jamais son cœur donc ça peut aider à reprendre confiance. Donc il y a des gens formés pour ça, non ? Ou un généraliste ou non, oui, je pense ça doit être dans le cadre des hôpitaux hein, ah oui, oui. Des consultations cardiologiques. Des services cardiologiques. Le mieux, c'est encore la méthode Coué. Moi, je la pratique tous les jours, matin et soir, mesdames et messieurs. Et je le redis ici, 20 fois le matin, 20 fois le soir. Vous prononcez alors que vous êtes en demi-sommeil. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et même si c'est pas vrai au début, ça le devient. Ouais, mais enfin, un peu dangereux si on se base que là-dessus. Hein. Si on fait n'importe quoi. Il faut pas se baser que là-dessus, on est bien d'accord. Hein. Donc, il y a aussi le troisième volet, j'en reparle, c'est pacifier l'esprit. Donc, gestion du stress. Parce que le stress, c'est reconnu, c'est aussi un des premiers facteurs de problèmes cardiovasculaires. Faut le savoir, puisque le stress, rappelons-nous le système sympathique et parasympathique dans le système autonome. Le système sympathique, tu sais, c'est lui qui fait fuir ou attaquer quand il y a un stress. Le cœur augmente, la tension augmente, l'accélérateur. C'est la partie consciente. Et le système parasympathique, c'est le contraire, c'est le repos. Donc baisse du rythme cardiaque, baisse de la tension, repos, c'est le frein. Or, on est dans une société où les gens sont plus mal, même s'ils s'attaquent pas ou s'ils fuient pas, avec l'anxiété, le stress, les obligations, le manque de reconnaissance, les problématiques de couple, les problématiques du travail, ils sont plus du côté accélérateur. Donc ça fatigue tout le système circulatoire notamment. Et donc il est important de gérer ça, parce qu'un stress chronique finit par déboucher sur plein de maladies. Et comme tu le disais dans une émission ultérieure, on se rend pas forcément compte parce que il n'y a pas vraiment de signes. Non. Donc la première chose, si on veut protéger son cœur, c'est la cohérence cardiaque. Ah, la fameuse cohérence cardiaque. 3 x 6 x 5. La cohérence cardiaque, alors... Répète-nous ça. Oui, alors, nous allons 3 fois par jour, pendant 5 minutes. Ça peut paraître contraignant, mais quand on a commencé, ça nous fait tellement du bien qu'on le fait de mieux en mieux. Et de plus en plus régulièrement. 3 fois par jour, on va respirer pendant 5 minutes sur un cycle de... 5 en inspiration, 5 en expiration, donc de 10 secondes. Sans coupure, c'est-à-dire il n'y a pas de temps mort. Sans coupure. Donc, ça va faire... Donc, on compte. Alors je compte, vas-y, respire. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Et vous recommencez. Voilà, pendant 5 minutes. C'est comme quand vous soufflez, que vous souffliez un petit peu sur une bougie. C'est doucement, tranquille. Hein. Par la bouche. Excellent le truc de la bougie. Excellent le coup de la bougie parce que ça, on voit bien ce que tu veux dire. Après, on est calme. Le cœur va se calmer. Il va être en harmonie avec nous-mêmes et lui-même. Et ça va durer 4 à 5 heures. Et si on en fait plus, par exemple, on peut? Bien sûr, on en faut tant qu'on veut, mais déjà un minimum de 3 fois par jour, puisque la durée sur 5 minutes est de 4 à 5 heures de bienfait après. Donc on fait matin, midi et soir. Alors, toi qui es Verseau, donc branché sur les technologies modernes, il y a de magnifiques applications. Alors sur YouTube, oui, il y a plein d'applications. Avec des superbes paysages et vous avez un petit rond qui monte. Et des superbes musiques. Et en suivant le petit rond, vous respirez, etc. C'est vachement bien, c'est gratuit sur YouTube. Oui, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas. Moi, au départ, quand j'en fais un peu maintenant, c'est pas le problème, mais au début, c'était une contrainte. Hein, ça t'énervait un peu. Mais maintenant, on se rend compte quand même. Non, mais il y a un moment, hein, pas maintenant. Oui. Mais on se rend compte que c'est quand même, ça apaise beaucoup. Hein, ça apaise beaucoup. C'est vrai que pour les gens très stressés, au départ, ça va leur paraître bizarre et très contraignant, mais ils vont se rendre compte que il va y avoir un bien-être qui va se mettre petit à petit en place. Alors petit à petit, c'est pas forcément... sur le moment, on ressent quelque chose. Mais avec plus ou moins moyen terme, on se rend compte quand même qu'on est moins coléreux, on est moins... on réagit moins, effectivement, au stimulus. Effectivement, voilà, c'est ça. Et notre cœur en a besoin. Quand on est dans des vies un peu ou dans des problématiques où on se sent incapable de prendre une décision ou ça c'est pire, il n'y a pas pire pour le cœur, hein, c'est d'être emprisonné dans des problématiques où on a l'impression de pas pouvoir s'en sortir. C'est simple, physiquement vous avez ce fameux, moi j'appelle ça le fameux nœud au torchon au niveau du plexus. Quand vous êtes contrarié, c'est comme s'il y avait un nœud qui était là et puis ça vous bloque. Tout le monde a ressenti ça, je suppose, hein. Toi la première. Oui, bien sûr. Je suis une coléreuse à la base, alors je connais. Hein. Il faut que j'aille crier à mon coup, puis ça va mieux. Mais la colère, c'est pas un problème si on peut la vivre normalement. Mais il y a des fois où on peut pas. Des fois, donc, la cohérence cardiaque aide beaucoup à réguler tout ça. L'anxiété aussi. Et puis, à côté de ça, mais juste une toute petite parenthèse, mais ça tu connais aussi. Alors, tu as des méthodes apparentées à la méthode Vitos, par exemple, où on est calme, on se balade, comme tu dis, on respire sur un rythme de 5-5, et puis on essaye d'entendre les bruits de la nature, de ressentir les choses. En fait, on se sert de notre corps comme d'un instrument, quoi. Non, c'est un petit peu de la méditation, ça. Oui, c'est de la alors Vitos. La méditation, effectivement, fait partie des techniques, des outils, on va dire, tout ça intéressantes beaucoup pour le cœur et le cerveau. Oui, tout à fait. Avec la méditation, la cohérence cardiaque, on protège notre cœur et notre cerveau. Faut le savoir, puisqu'ils sont liés tous les deux. Toi, par exemple, quand tu médites, tu médites comment? Tu te bases sur ta respiration, principalement? Non, c'est compliqué. Non. Enfin. Mais regarde un petit peu ce que c'est que la méditation. T'as du mal à comprendre ce que c'est. Il y a plusieurs sortes de méditation, mais il y a la méditation consciente en général, la méditation active, la méditation dans le yoga, etc. Après, la méditation, c'est pas chercher un bien-être. Non, c'est simplement. Oui, on peut commencer par la respiration, puis après on va faire un scanner corporel, par exemple. C'est un scanner, c'est ça. Tu vois, pas forcément. Après, ça peut être juste observer ses pensées. Ça peut être, tu vois. Ah oui, c'est très vaste. Donc, chacun va trouver ce qui lui convient le mieux, mais ça permet de se recentrer sur soi et de prendre du recul avec les problèmes. Oui, mais Et là, c'est pareil, il y a plein d'applications sur la méditation. Plein d'applications sur... Écoutez aussi, toi tu connais ça par cœur, mais les conférences de Mathieu Ricard aussi, il en parle assez bien. Oui, voilà, il y a Mathieu Ricard, enfin il y a beaucoup de, il y a beaucoup aussi de professeurs de méditation, hein, donc, mais il y a plusieurs sortes de méditation. Ah ça je sais. Mais donc je peux pas tout développer maintenant. Non. C'est puis c'est chacun selon ses appels. Et c'est à la portée de tout le monde. Après, c'est un petit apprentissage au départ, mais on est très bien accompagné avec les applis. Et surtout, le mot magique. Ça peut être gratuit. C'est gratuit, bon sang. Pas toujours, hein. Au début, il y a une partie qui est gratuite. Après, si on va aller plus loin, mais il faut d'abord commencer par le commencement. Voilà, exactement. Mais il y a beaucoup de gratuits donnés, même sur YouTube. Hein. Ah oui, c'est merveilleux. Beaucoup.
Et il y a la musique aussi, écouter de la musique baroque, par exemple, c'était reconnu que ça apaise, tu sais, comme Mozart, Oui, Bach, oui, Beethoven, ça apaise. Il y a la respiration, hein, mais la respiration, on peut la retrouver justement en marchant, en faisant du trampoline, ou en dansant. La danse, c'est excellent en activité physique, parce que tout ça, c'est important pour bien veiller au niveau de ses artères et éviter donc tous ces accidents. Le mot, c'est prophylaxie. Et après, prévention primaire et prévention secondaire, c'est quand on a fait un accident cardiovasculaire, après, on peut toujours améliorer son état. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et à diminuer aussi ses médicaments. Mais le problème, un peu de temps. Souvent le problème avec les humains, c'est que ce n'est que lorsqu'ils ont fait qu'ils ont eu vraiment un problème, comme tu dis cardiovasculaire ici, que là ils vont mettre en place une batterie de mesures. Mais avant, ils ne vont rien faire. Parce que c'est pas grave. Rien faire, en fait, c'est logique. Voilà. Un peu d'activité, l'alimentation de bon sens. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Mais bon, c'est sûr qu'il faut s'y mettre. Il faut avoir conscience que c'est important. J'aurais dit ça à mon père. Et ça protège même des maladies dépressives en plus et des cancers. Oui, en plus, oui, ça fait pas que les maladies cardiovasculaires, faut le savoir. Prophylaxie incroyable, quoi. Ça touche. Oui, mais parce qu'on est fait, nous les êtres humains, pour manger des choses naturelles quand même. Hein. Mais oui, il faut le rappeler. Voilà. Donc on peut faire une petite pause, puis après je finirai donc. Avec les plantes et les compléments alimentaires. Super, j'espère que vous avez pris des notes parce que c'était très très riche, je veux dire, au niveau nourriture spirituelle. Qu'est-ce qui peut aussi être une aide précieuse pour surtout les personnes qui ont fait des problèmes cardiaques ou cérébraux, c'est les plantes. Les fameuses plantes. Qui font de l'hypertension. Donc l'olivier est une référence pour la tension, pour l'hypertension, et notamment donc forcément notre système artériel, veineux et notre cœur. Donc en infusion. En infusion. Les feuilles en infusion. En gémothérapie, tu sais, c'est les petits bourgeons. Ah oui. Et puis bien sûr, l'huile d'olive. C'est pour ça qu'on préconise de prendre de l'huile d'olive, parce que ça vient de l'olivier, l'huile d'olive. Donc ça protège bigrement aussi l'huile d'olive. Hein. Et il y a des gélules aussi. Ça existe même sous forme de gélules. Donc ça veut dire que on peut, si on veut se protéger ou si on veut faire baisser sa tension, parce qu'on peut suivre un traitement et prendre aussi du naturel, ça va permettre de baisser la tension et peut-être arrêter son traitement. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, il n'est jamais impossible d'arrêter un traitement. Le matin, vous prenez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Alors il y en a qui préconisent ça, des personnes, oui, qui prennent 1 cuillère à 2 cuillères le matin à jeun d'huile d'olive. Et c'est meilleur que l'huile de foie de morue. Au niveau goût. Alors la plante dont je parle souvent, c'est l'aubépine. Hein. L'aubépine. Oui, il y en a partout dans les haies en ce moment en plus. Oui. L'aubépine, elle lutte contre les palpitations. Elle sert un peu d'anxiolytique. Enfin, elle abaisse le stress et elle est, elle permet de meilleure contraction au niveau du cœur. Et au niveau de la tension, un équilibre. Tension trop basse va remonter, tension trop haute va baisser. Et voilà, et elle va participer au rythme cardiaque. Donc ça, c'est en infusion aussi. En infusion, gémothérapie aussi, sous forme de bourgeon ou en teinture mère. Mais ça, après, il faut aller le chercher. Alors que l'aubépine, moi, je vais en cueillir. Il y en a en ce moment. Faut connaître, faut regarder bien. Ça, c'est facilement reconnaissable, mais il faut quand même regarder avant. Pas se tromper dans les plantes. C'est un arbuste assez haut avec des épines très très peu nombreuses, mais très costauds. Ça y est, elle a fleuri. Maintenant, il y a des petites baies qui vont devenir rouges. Mais il faut bien regarder la forme des feuilles et tout ça. Donc, je vous conseille celui-là d'en chercher pour faire en infusion parce que c'est un bon goût et ça aide à dormir aussi. Bien regarder avant sur des vidéos ou sur des images pour la reconnaître. Mais elle est facilement reconnaissable. Donc, si vous voyez une dame sur le bas-côté de la route, là, vous circulez un petit peu, c'est Anne. Hein. À ce moment-là, si vous me reconnaissez, vous me demandez, je vous montre tout de suite. Et puis, il y a l'ail. Un grand protecteur contre les vampires déjà. Des artères, parce qu'il peut même réduire la formation des plaques d'athérome, donc éviter donc les caillots. Ah là, je sais que c'est une panacée. Cru, cuit, tous les jours, en poudre. Enfin, il en existe en gélule. Faudra en prendre 3 par jour sous forme d'ail noir fermenté. Ça, je connais pas, mais j'ai vu ça. Donc ceux qui aiment pas, qui peuvent, parce que des fois c'est mal digéré par certaines personnes, donc ils peuvent le prendre en gélule.
Pas de souci. Alors moi je le prends, j'en achète en poudre, c'est des moulins, et tu mets ça dans ta nourriture, mais c'est peut-être pas forcément une bonne solution. Hein, non. Si, c'est mieux que rien, mais franchement là, faut en mettre, plus on peut en abuser encore. Tu peux en manger comme ça, les gober comme des... Il y en a qui avalent directement les gousses, mais il faut pouvoir le digérer. Il y en a qui, ça brûle chez certaines personnes dans l'estomac. Donc ça existe sous forme de gélule. C'est vrai qu'en poudre ça passe mieux, en poudre. Oui. En poudre, moi, sec, en poudre, oui. Moi j'en mets dans tous les plats, moi, quasiment. Oui. Sauf le dessert, je ne mets pas encore. Et c'est vrai que c'est éprouvé que ça protège aussi beaucoup notre système artériel. Alors même les fumeurs, ils ont intérêt à manger de l'ail, hein. Oui, parce que il y a un risque avec la nicotine et tout, surtout sur les produits qu'il y a autour. Ils n'aiment pas trop ça, les artères, ça fait des dépôts. Une bonne, par exemple, combinaison, ail, tomate et huile d'olive. Là, les trois. Bah oui, mais l'été, c'est tous les jours qu'on pourrait se faire ça. Poivron, tomate, huile d'olive, un petit filet d'huile d'olive sur tous les légumes, même cuits. Les légumes cuits à la vapeur, comme des poireaux ou tous les légumes cuits à la vapeur, on a juste un petit filet d'huile d'olive dessus, c'est excellent. Ah non, ça y est, j'ai faim là. Et on peut rajouter un peu d'ail, bien sûr. Donc après il y a le ginkgo, dans les plantes ginkgo biloba. Alors je sais pas, c'est sous forme de gélule, mais c'est très bon pour le cerveau, ceux qui ont des pertes de mémoire, mais c'est aussi qui ont fait des AVC, etc. Donc c'est parce que ça renforce au niveau aussi des artères cérébrales. Le ginkgo biloba, bien sûr c'est pas français, mais ça se trouve assez facilement dans les pharmacies, gélule ou un truc comme ça, non, dans les magasins bio ou sur internet. Oui. Et pour ceux qui ont tendance à perdre un peu la mémoire, c'est excellent aussi. Ça remet en route un peu la circulation. Parce que c'est vrai que la mémoire... C'est un booster de circulation sanguine. Les myrtilles, et les fruits rouges, notamment les myrtilles, les framboises, tout ça, c'est des plantes, en fait, quelque part, c'est des fruits. On peut en abuser aussi. Et la mélisse qui est une plante qui aussi calme. Pour les gens stressés, la mélisse est excellent et ça fait du bien à nos systèmes cardiaques. Beaucoup de bonbons à la mélisse, il y en a beaucoup là, c'est très bon en plus. Alors tout ça, c'est des choses naturelles qu'on peut rajouter sans problème. Bon. Après, je vais vous parler des compléments alimentaires que toute personne devrait prendre d'après le docteur Dominique Rueff après 50 ans. Et tous ceux qui ont des fragilités cardiovasculaires. Bon. Indépendamment de tout le reste de l'hygiène de vie ou des médicaments qu'on peut prendre. D'accord. Ce sont des compléments alimentaires. Alors après, on choisit ceux qui nous parlent le plus, je pense. Et pour tout le monde après 50 ans, puisqu'on est quand même une société où tout est appauvri quand on mange, même les légumes, etc. Donc il y aurait le magnésium en premier lieu, mais ça j'en avais déjà parlé, faire des cures de magnésium. Oui. Donc, parce que une baisse de magnésium, il y a un risque de diabète. Risque d'AVC plus accru quand on manque de magnésium. Et comme le cœur a besoin énormément de magnésium, c'est pareil, on affaiblit aussi le cœur si on a manque de magnésium. C'est vrai, quand on est fatigué... Alors les efforts, le stress, oui, ça provoque de la fatigue, toujours de la fatigue, c'est peut-être un manque de magnésium. Quand on fait beaucoup d'efforts, quand on est stressé, quand on transpire beaucoup, il y a des pertes de minéraux donc ou les diurétiques. Donc on fait des apports de magnésium. Et ce médecin préconise 600 mg en 3 fois dans la journée, donc 200, sous forme de alors il parle de... Des ampoules, non? Des choses comme ça, non? De glycérophosphate de magnésium, parce qu'il trouve que toutes les formes de magnésium peuvent être bonnes, mais il y en a qui sont plus ou moins laxatives. Il y en a qui sont... Ah oui. Donc lui, il préconise... la glycérophosphate, j'en ai jamais pris de ça, le glycérophosphate de magnésium, associé avec de la B6. Ça se trouve partout sur internet, c'est sûr, j'en ai vu, et dans les magasins. Moi je connaissais ça sous forme d'ampoule à casser, tu casses un bout et puis tu... Cette forme-là de magnésium? Alors peut-être pas cette forme-là, mais le truc classique, c'était des ampoules que tu casses, tu sais, avec des... Oui, bon pourquoi pas, oui, ou il y en a, je sais, sous forme de gélule aussi. Après il y a aussi... pour ceux qui n'ont pas de problème rénaux, le chlore de magnésium. Des problèmes pas de problème rénaux. Le chlore de magnésium, le niagarique, qui est un magnésium. Et toi, tu fais des cures de temps en temps d'additifs comme ça? Je fais des cures avec le niagari en ce moment. Mais vous verriez, elle est en pleine forme. Non, mais pas tout le temps, mais en ce moment j'en fais. J'en fais parce que je suis dans une vie un petit peu stressante là.
Ça va se passer, Non, va mais se ça passer. fait pas de mal. Quand on sent qu'on est un peu énervé, fatigué, qu'il y a une petite insatisfaction là derrière, allez, enfin, ça fait une petite cure de magnésium, et puis voilà, ça coûte rien, c'est pas... Une des meilleures de trampoline là-dessus, mais c'est bon. Oui, c'est ça, parfait. Alors, bien sûr, en complément alimentaire, on peut aussi prendre des oméga 3 en gélule. Si jamais on ne mange pas de poisson. Ah, parce que tout le monde n'aime pas Suffisamment. le poisson, tout le monde. Donc, si on ne prend pas des graines de lin ou d'huile de lin, parce que l'huile de lin, ça peut aussi. Donc, Ouais, on c'est peut tout. prendre des capsules de huile de krill ou de poisson pour avoir ces oméga 3 très importants pour le cœur et le cerveau. Parce que c'est pas des quantités astronomiques qu'il faut en plus par jour. Non, mais Non, si on n'a pas l'alimentation adéquate, tu vois, par exemple, quelqu'un qui aime pas le poisson, eh ben, soit elle prend de l'huile de lin, ou alors elle se prend ses petites graines de lin moulues, Aïe. qu'elle saupoudre, moi c'est ce que je fais, saupoudre, et c'est bon, ou même ça se met dans les farines, hein. Tu sais, quand on fait ses crêpes, on peut rajouter de la farine de lin aussi, etc. On peut toujours rajouter des oméga 3 dans son alimentation, comme Oui, ça. c'est-à-dire, oui, on peut Avec du disséminer bon ça sens. dans ces plats, oui. tout à Mais fait, ouais. pour les gens qui ont la flemme ou qui aiment pas ça, ils peuvent prendre sous forme de gélules des oméga 3 sous forme animale. Parce que c'est bien de l'avoir aussi sous forme animale. Mais c'est vrai que c'est ça. Le problème, c'est la flemme aussi. Il faudrait la combattre, la flemme, parce que c'est à la base de tous les maux aussi, ça. hein. Alors ce médecin parle aussi de coenzyme Q10, qui commence à être très connu d'ailleurs, parce que c'est une petite molécule qui est nécessaire pour l'enzyme, pour que les enzymes remplissent leur fonction, tu vois, la coenzyme. Mais apparemment, il y a une baisse de coenzyme avec l'âge, donc qui recommande, lui, surtout pour les gens qui sont fragiles, hein, d'en prendre sous forme d'ubiquinol, 100 à 200 mg par jour. Voilà, parce que ça va faire baisser le cholestérol, qui est facteur de risque, quand même, et la tension. Enfin, après, il y en a qui prennent ça après 50 ans, pour se protéger. Bon, moi, j'en prends pas, mais bon, pourquoi pas, je sais pas. Non, pour le moment, j'estime que j'en ai pas besoin, mais bon, j'en sais rien. Si après, ça fait prendre des trucs, excusez-moi, mais faut choisir. J'avais vu une émission là-dessus que tu avais dû voir. C'était un type qui avait décidé de ne plus vieillir. Alors le gars, il était à fond justement dans tous les compléments alimentaires. Oui, mais attends, oui. Alors c'est vrai que le mec, il avait 70 ans, tu lui en donnais 40. Hein. Mais il prenait en plus de la DHEA, alors ça c'est encore autre chose. Hein. C'est des... Oui, puis c'est un certain coût aussi au bout d'un Ah moment. bah après, Alors déjà une bonne alimentation, je trouve que ça aide beaucoup. Alors on parle du resveratrol, ce fameux resveratrol, qui est un antioxydant plus pour nos artères, qu'on trouve dans le vin rouge. En fait, on le trouve dans la peau, les pépins et les feuilles du raisin rouge, pas le raisin blanc, le raisin rouge. Raisin rouge. Donc on peut en trouver, pourquoi pas feuilles, on peut en faire des infusions, manger du raisin rouge quand c'est la saison, mais boire du vin. C'est pour ça que je disais que un verre ou deux par jour, ça peut aussi participer à la protection. Ça devrait être obligatoire. C'est un antioxydant aussi contre le vieillissement, donc il a été prouvé que les gens qui buvaient un peu de vin rouge de temps en temps prenaient moins de risques pour leur cœur. Ah non, mais le vin c'est très bien. Mais c'est pas 2 bouteilles par jour. Même dans la poésie, ils en parlent. C'est quand même bien. Et on retrouve ce resveratrol dans les cacahuètes. D'accord. C'est pour ça que j'ai peut-être avoir envie de cacahuètes à un moment donné. Tu te rappelles, j'avais dit que j'avais Oui. je mangeais des cacahuètes tous les jours. Et ben c'est passé un petit peu, j'en mange 1 ou 2 fois par semaine maintenant, mais j'avais sûrement besoin de resveratrol. Et dans les fruits rouges aussi. Voilà. Alors par contre, il y a la vitamine D. Vitamine D, on sait tous qu'on est un peu en manque parce que si on se met pas assez au soleil, mais du beau soleil, enfin faut savoir aussi le gérer parce que le soleil peut être aussi nocif. Un peu de soleil dans les bonnes heures pour fixer la vitamine D, sinon il faut supplémenter en vitamine D tout l'hiver. Est-ce que tu peux nous expliquer justement alors, la vitamine D, c'est une substance qu'on ingère et ensuite elle est fixée par le soleil, c'est ça c'est pas, oui, c'est ça, c'est le soleil qui va permettre de fixer la vitamine D là où il faut. Parce que la vitamine D, elle descend pas directement des rayons du soleil dans toi, si tu veux. On est bien C'est la d'accord. vitamine D, on en trouve dans l'alimentation, comme Voilà, les c'est poissons ça. gras, etc. Tu vois. Et le soleil, Mais si les personnes, le soleil synthétise la vitamine D. Alors Voilà. si on va pas au soleil, il faut en prendre par gélule. C'est Mais- pas un produit cher et ça coûte rien d'en prendre tout l'hiver. Et hein. puis surtout, la vitamine D. Et ça protège de effectivement, beaucoup de maladies. Bah au niveau, alors moi j'ai entendu les os, au niveau, ça fait du bien pour les os, non?
Ben oui, enfin du bien. Ça permet de garder effectivement entre Des autres os solides, quoi. une bonne consolidation osseuse. Il y a les vitamines B, mais ça, les vitamines B en général quand on mange normalement, ça va. Sinon, on prend des suppléments. Et la vitamine C, même ce médecin-là en parle. Tu sais, j'avais parlé de la vitamine C qui avait choqué des gens parce que c'était des doses. Et lui, il préconise de la vitamine C à vie pour tout le monde parce qu'on en manque beaucoup vraiment. La vitamine C, c'est la vitamine reine qui protège de beaucoup de choses. De toute façon, c'est ce que Donc lui, il préconise de la prendre dans 1 litre d'eau, une cuillère à café, 4 grammes. Et à boire de toute la journée. De toute façon, c'est ce que tu m'avais dit. Le surplus est éliminé dans les urines, oui, en général. parce que c'est hydrosoluble, elle est. Donc, voilà. C'est pas comme les autres vitamines. Il y en a certaines qui sont liposolubles, comme la vitamine A. Si on en prend trop, c'est pas bon. Mais l'hydrosoluble, et plus... comme dès qu'il y a du stress, on a des pertes de vitamine C intenses. Dès qu'on fume, on a des pertes de vitamine C, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, je conseillerais vraiment de prendre de la vitamine C. En poudre, tu vois, diluée dans de l'eau. Toi, par exemple, les petits cachets qui ont goût d'orange, non, c'est pas forcément... c'est très peu dosé, surtout. Hein. Là, il parle de 4 grammes par jour, ce monsieur aussi. Ah oui, c'était son truc. Donc c'est minimum 1,5 gramme par jour, je crois, pour que ça soit efficace. Sachant on le répète, le reste est éliminé dans les urines, donc... Non, mais même, mais il y en a qui prennent jusqu'à 20 grammes par jour. Et en cas de cancer, on en fait en piqûre et en intraveineuse, et ça dépasse largement encore ce que je dis. Donc c'est pas un souci. C'est pas un souci. Donc si on veut vraiment que ça soit efficace, c'est minimum 1,5 gramme par jour. Mais lui préconise qu'1 gramme par jour, mais au quotidien, pour tout le monde. Et toi, donc, c'est ce que tu fais à peu près ? À peu près. Ouais. Donc mais lui, il le met dans 1 litre d'eau à boire toute la journée dans le litre. Oui. Ça fait une petite eau un petit peu acidulée, mais c'est pas désagréable. Moi, je préfère le prendre en 2-3 fois dans un peu d'eau. Mais des fois, j'oublie, c'est pas... Mais bon, quand j'y pense, je prends. Mais bon, après, si on est fatigué, si on est malade, on a intérêt à vraiment prendre de la vitamine C. Même, on peut doubler la dose sans problème. Et qu'est-ce que tu penses de ces... Parce que là, tu as cité beaucoup de produits, à peu près 5-6, là. Il y a des cachets qu'on prend et qui contiennent un peu tout ça. Est-ce que ça, je crois pas, non. Par exemple, c'est pour ça, il faut choisir un petit peu ce que... Personnellement, moi, je prends pas par exemple de la coenzyme, j'ai peut-être tort, Q10, ni le resveratrol, je vais pas en prendre de gélule, je vais le prendre parce que c'est cher. Je trouve que je vais le prendre plutôt sous forme de. Parce que pour ne pas vin rouge, j'en prends un petit verre de vin rouge de temps en temps, même pas tous les jours, tu vois. Ça c'est bien. Ou je prends des fruits rouges, j'essaie de manger des fruits rouges 2-3 fois par semaine. Du Omédoc sans ordonnance. Et des arachides, j'adore ça. Donc franchement, c'est vraiment pour moi pas un problème. Bon, après. Parce que je sais qu'il y a des cachets. Magnésium, oui, de temps en temps. Oméga 3, non, puisque je mange des graines de lin et du colza, l'huile de colza. Et puis j'essaie de manger 2 fois par semaine au moins du poisson gras. Donc je me vois pas l'idée de manger. T'as des petits cachets pour ne pas citer la marque, c'est Bion. Voilà, c'est du tout en un. Alors il y a senior, il y a jeune. Ça s'appelle les médicaments. Ouais, mais il faut aller au plus simple. Quand on prend des compléments alimentaires, faut vraiment regarder bien pour apprendre ce que les choses. Vraiment pas trop compliqué. Pas trop compliqué. Il y a que le magnésium complémenté avec le B6. Vitamine B6, qui est souvent en baisse dans les problèmes. Donc on résume, du magnésium, de la vitamine C, de la vitamine D. Donc ça fait des oméga 3. Oméga 3, il y en avait un autre. Et si on veut aller vraiment être plus pointu, coenzyme Q10 sous forme d'ubiquinol et le resveratrol, mais ça peut être pris dans l'alimentation. Wow, ça fait 5 produits à prendre. Et avec ça, donc on pète la forme, quoi. Disons que ça protège. Et pourquoi moi, je suis pas très pour les compléments alimentaires, mais c'est vrai que si on a une vie très trépidante, si on mange pas très bien, etc., on a peut-être intérêt à en prendre parce que déjà on a une alimentation un peu appauvrie de par les produits. Tu me parlais des tomates, terres oui. appauvries, etc. En plus, il y a un stress derrière, des soucis, etc. Franchement, je conseillerais, si on me demandait, de prendre des compléments alimentaires. Tu sais ce dont tu avais parlé. Mais c'est pas à vie, ça, par contre. Bien sûr, c'est assez ponctuel. Ce que tu avais parlé sur les tomates, je l'ai réentendu dans les informations, je sais plus où, que les tomates maintenant ont perdu complètement de. Bien sûr, oui. C'est divisé par 4. Oui, bien sûr, et les pommes, c'est tout. Les pommes, c'est pareil, les oranges, et oui, malheureusement. Ça fait peur quand même. Oui, ça fait un peu peur. C'est pour ça que d'ailleurs, la formule des jus, c'est bien. Les jus de légumes. Pourquoi ? Parce qu'on en absorbe beaucoup plus, donc on arrive à compenser un peu
Quand on boit des légumes sous forme de jus, on a des quantités qu'on peut pas avoir. Et là, je vais en profiter aussi pour privilégier les circuits courts et faire un petit peu de pub aux producteurs locaux là, qui vous attendent, hein, avec des légumes riches en tout ce qui a de nutriments, etc. Hein. Non ? Oui, il faut une alimentation riche en nutriments, riche en vitamines et en sels minéraux. Donc c'est à nous d'essayer de choisir ce qui peut nous donner le plus possible tout ça, quoi. Les bonnes graisses, les vitamines et les sels minéraux. Mais c'est vrai que ça vaut le coup d'y réfléchir. La vitamine C, effectivement, pourquoi ? Parce que comme les légumes et les fruits, il y en a de moins en moins. En plus, elles sont plus on attend, plus la vitamine C diminue, tu sais, etc. Comme on a une société très stressée, je pense que la vitamine C, c'est pas un complément alimentaire quand même puis c'est naturel en plus, hein. Ah bah attention. Oui. Donc ce n'est pas un complément alimentaire qui est de luxe, hein, franchement. Bah voilà, vous faites une petite orange pressée le matin ou deux, et puis là vous avez votre quota. Bah, le problème, c'est que c'est très mauvais de prendre des jus de fruits comme ça. Ah, c'était. Bah oui, autant une orange avec ses fibres, oui. Mais les jus de fruits, moi je ne commenterai pas à cause de l'index glycémique dont on a parlé tout à l'heure. Ah oui, le fameux. Alors, rajoutez de la cannelle dans ces cas-là. Donc les jus de fruits, il vaut mieux manger les fruits dans leur entier. D'accord. Là, parce que les fibres régulent le problème. C'est pour ça qu'il faut manger des fibres aussi, et pour donner à manger à nos petites bactéries qui adorent les fibres. C'est pour ça que les fruits entiers et les légumes, et rien de mieux finalement. C'est ce qu'on va faire, Anne. On va prendre ton esprit, on va le cloner, on va le mettre dans une appli. Comme ça, tu vas nous accompagner au quotidien. Bon, après, on peut pas être parfait. On a le droit aussi à faire des écarts. On peut s'autoriser, par exemple, un jour par semaine de manger ce qu'on veut. On peut faire ça. Mais bon, après, quand on commence à manger plus ou moins sainement, on a de moins en moins de manger des trucs qui nous paraissent... C'est vrai. Tu sais, comment dire, synthétiques. Synthétique. Alors moi, par exemple, des fois, je craque, j'avoue. J'adore la pâte d'amande. Tu sais, ces gros blocs là de 3 couleurs, rose, blanche et verte. Alors normalement, les couleurs sont faites pour que tu t'arrêtes au niveau de la couleur suivante. Moi, j'en prends un, je me tape les 3, tu vois. Mais alors, je fais ça que de temps en temps. Hein. Comme tu dis, des fois, j'ai envie de me lâcher. Tu craques. Et puis là, la pâte, ouais, c'est vrai qu'il y a que du sucre, hein, franchement. Tu sens même pas l'amande. Hein. Vaut mieux à la limite manger des vraies amandes. Oui, pourquoi pas faire de la pâte d'amande soi-même. Ah, on peut, oui, en plus. Sans colorant et avec du sucre intelligent. Mais c'est vrai qu'on a, comme tu dis, on a tous nos petits travers. Et puis, bah oui, bien sûr. C'est comme le chocolat noir, c'est parfait, mais bon, faut pas. Si on en mange une demi-tablette par jour, effectivement. Toi, le chocolat au lait, tu l'as complètement banni de... non, mais ça pas du chocolat pour moi. C'est que toi, du c'est sucre. pas du chocolat. Ah oui, quand tu aimes le chocolat noir, moi je l'aime à 85, 90, 15%, 100. Quand tu prends du chocolat au lait, tu sens que le sucre. C'est vrai que... Et tu sens plus le chocolat. Hein. Alors, donc c'est plutôt des bonbons, côté bonbons le chocolat au lait. Hein. Et ça n'a pas les vertus du chocolat noir. Anne m'a fait goûter un chocolat, alors j'avais jamais expérimenté, à 100% de cacao dedans. Ah ben, je peux vous dire que le stade au-dessus, c'est la fève du cacao. Tu fais pousser le cacaoyer dans ton jardin. Mais c'est vrai que c'est pas si mauvais. Enfin, c'est pas mauvais. Je veux dire, il y a pas de sucre, hein, vraiment. Non, hein. y a pas de sucre. Mais c'est, vous regoutez vraiment ce qu'est le vrai chocolat. Après, c'est comme quand on a mis du sucre dans son café. Exactement. Quand on enlève le sucre, bof, au départ, mais au bout de 2-3-4 fois, on s'aperçoit que c'est vachement bon le café sans sucre. J'ai fait ça. Et on remet un sucre dans son café, mais c'est dégoûtant. Et tu peux plus après. Moi, j'ai fait ça. Bah, c'est pareil avec le chocolat noir. Ah bah, il faut que j'essaye ça. Quand on a l'habitude de manger du chocolat au lait, essayer de chocolat là, ça va vous paraître au départ peut-être un peu, parce qu'il y aura le manque du sucre, mais vous allez voir, après vous allez, comme avec le café, apprécier de plus en plus. Et en fait, c'est ce maudit goût du sucre qui nous met dedans à chaque fois, quoi. Comme tu dis, les gens suppriment le sucre, mais ils remettent de l'aspartame pour avoir le goût du sucre. Alors il y a une sacrée dépendance au sucre, hein, c'est un poison le sucre. C'est un poison. Et il existe des méthodes pour se défaire de la dépendance quand même, heureusement, comme l'hypnose. Ah, l'hypnose, ça marche bien pour ça? Oui, très bien. Ouais. Oui, comme toutes les dépendances d'ailleurs. Mais la dépendance au sucre qui est reconnue maintenant comme quelque chose de grave, parce que on bousille vraiment notre système artériel, veineux, les yeux, les artérites, on devient aveugle, les yeux, oui, le cœur, tous les organes sont touchés et parce que trop de sang dans le sucre, c'est pas bon du tout. Vraiment pas bon du tout, ça, ils aiment pas ça, les artères. Ou trop de sucre dans le sang. Et les organes non plus, ils n'aiment pas du tout ça. Donc c'est vrai que cette dépendance au sucre, elle devient très problématique. Hein. Il y a de plus en plus de diabète. Et c'est une dépendance, c'est pas la faute des gens.
C'est parce qu'il y a une dépendance derrière. Et c'est pas facile. Parce que quand on mange du sucre, ça nous réconforte. Et puis Ça nous fait du bien. Ponctuellement, c'est vrai que ça peut te donner un regain d'énergie. Alors, c'est on ça, sait, ben oui, ça a plein d'effets, de bénéfices secondaires pour nous. Parce que le cerveau est très gourmand en sucre, quoi. Je sais, hein, non? Le cerveau est très... Oui, mais là, c'est pas, je parle du, oui, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, tout est transformé en sucre, à la finale, hein. Mais là, c'est le sucre qui va être en surplus dans le sang quand on mange trop de sucre. C'est ça le problème. Donc trop de sucre dans le sang, c'est le sang qui inonde tout le corps. Et c'est ça qui va abîmer tous nos tissus. Et c'est vrai que il y a les bénéfices de manger du sucre, qui est se calmer, se réconforter, on a l'impression qu'on n'est pas bien, que ça va nous faire du bien. Tu vois, c'est comme quand on est enfant. Pour ça, donner des sucres aux enfants pour les remercier, non, c'est pas bon. Pour les enfants sages, les bonbons, c'est pas une bonne solution à mon avis, parce que il y a des ancrages comme ça qui se font. On se récompense avec du sucre. Mais on sait pertinemment que c'est mauvais pour la santé. C'est exactement, si tu veux, le petit verre de l'amitié qui est associé à l'amitié. Et à la fin, le petit verre a remplacé l'amitié, quoi. Oui, donc, mais bon, pour ceux qui veulent, je sais qu'il y en a qui veulent vraiment faire quelque chose pour eux, il y a l'hypnose qui peut avoir vraiment des aides intéressantes. Et toi, tu fais ça, hein, donc tu fais des séances d'hypnose, toi, je fais plus d'hypnose, mais enfin, en ce moment, mais je fais autre chose. Mais bon, c'est vrai que je sais que l'hypnose, ça marche bien. Voilà, en résumé, les gars. Alors en résumé, je vais faire une petite conclusion là vite. Ça dérange pas sur le cœur, parce que moi j'avais pensé avec le cœur, c'est à cette fameuse phrase qu'on trouve dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ah, c'est beau ça. C'est très beau cette phrase, parce qu'en fait c'est vrai, le cœur, il a vraiment son intelligence à lui, avec ses neurones à lui, tu vois. Il communique avec notre mental, notre cerveau, et le cerveau communique avec le cœur. Et quand les deux sont en harmonie, tout va bien. Et effectivement, il faut toujours suivre son cœur. Tout va bien. Voilà. Et c'est vrai que le pauvre cœur, des fois, on fait passer souvent le mental avant, le stress, quoi, hein, avant le cœur. Et le cœur, il a vraiment besoin de reprendre sa place, qui est la place de la tendresse, de l'amour, de l'affection. Le cœur, c'est une magnifique boussole là, qu'il faut suivre. Tu te souviens tout le monde a vu le film Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp. T'as dû le voir, ça, non? Film d'aventure, oui. Ça fait un petit peu peur, il y a un petit peu des squelettes, tout ça qui marche. Oui. Alors c'est pas de ça que je vous parlais, c'est à un moment donné, Johnny Depp, il a une espèce de magnifique compas, et en fait l'aiguille le guide vers ses désirs. On a tous ce compas en nous, c'est notre cœur. Parce que le cœur, en général, vous avez certainement fait l'expérience, quand vous prenez une décision consciente, celle du cœur est toujours meilleure que... Elle est toujours vraie. Ouais, elle est toujours vraie. C'est quand on commence le mental qu'on se dit mais ça va pas, faut jamais faire ça, tu te rends compte, ça, mais c'est toujours le cœur qui a raison. Et le cœur, il se gourre jamais. À chaque fois, après coup, on s'aperçoit qu'il avait raison. Je vous souhaite vraiment une très très bonne semaine. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous, votre cœur le mérite bien. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com